Ce qui est vraiment marquant dans cette œuvre, c'est la manière dont Renoir a fait comme une synthèse entre la modernité et une certaine tradition. On a des arrière-plans extrêmement vibrants et pas du tout dépouillés. Tout le tableau, que ce soit l'arrière-plan ou le premier plan, concourt à cette espèce d'arc-en-ciel, cette symphonie chatoyante des couleurs. Matisse, qui est venu à de nombreuses reprises, Bonnard, des peintres fauves comme par exemple Camoin, Modigliani aussi, qui habitait Cannes, est venu lui rendre visite. Donc vraiment, pour les jeunes peintres de cette génération, c'était une figure mythique. Né à Limoges en 1841, Pierre-Auguste Renoir est le troisième enfant d'une famille de tailleurs. La révolution industrielle entraîne une crise économique qui conduit les Renoir, comme tant d'autres familles, à quitter la province pour chercher du travail à Paris. Renoir a 5 ans. Il suit sa scolarité à l'école publique où il excelle dans le chant et montre rapidement un vif intérêt pour l'art. Désireux que les talents de leur fils lui offrent un métier, ses parents l'envoient en apprentissage à l'âge de 14 ans dans un atelier de décoration sur porcelaine. Mais l'industrialisation a raison de la petite entreprise et Renoir a 18 ans quand son employeur fait faillite. À 20 ans, Renoir intègre l'atelier de Charles Glaire à l'école des Beaux-Arts. En 1862, il y rencontre Claude Monet, Alfred Sisley et Frédéric Bazille. Monsieur Glaire était un personnage pas très aimable. Ils sont d'ailleurs partis assez rapidement de chez lui, puisqu'il venait derrière Renoir. Il disait « Mais enfin, c'est pour vous amuser que vous faites de la peinture ?» Et Renoir lui répond simplement « Mais oui, je n'en ferai pas si ça ne m'amusait pas, monsieur. » Renoir emménage avec Bazille, qui réalise ce portrait quand Sisley, avec qui il partage un appartement, se marie. Bazille écrit à ses parents « J'offre l'hospitalité à Renoir, un de mes amis. Il va sans doute utiliser mes modèles et m'aider ainsi à les payer. » Bientôt, Monet, aussi fauché que Renoir, se joint à eux. Avec Renoir, cela fait 2 peintres dans le besoin que j'héberge. Ce sont des débuts plutôt bohèmes pour quelqu'un comme Renoir. C'est un milieu plutôt simple, ce n'est pas du tout la bourgeoisie parisienne, hein. Ce sont des milieux souvent provinciaux et ils vont se retrouver un peu par défaut dans des ateliers qui sont plutôt accueillants pour des artistes qui ont des parcours peu académiques. Et c'est là en fait où va se nouer l'esthétique impressionniste et surtout les amitiés qui vont permettre de lancer ce mouvement dans les années 70. Mademoiselle Romaine Lacot est une des peintures de Renoir acceptées au Salon de 1864. Malgré un jury toujours plus conservateur, le Salon est une référence pour le public et les collectionneurs. Son succès au Salon apporte à Renoir plusieurs commandes, dont ce tableau de Romaine Louise Lacot, âgée de 9 ans. Quand on veut faire carrière au XIXe siècle et qu'on est un peintre, on doit exposer au salon officiel qui est organisé par l'État. Les impressionnistes, qui sont de jeunes artistes peu connus, vont avoir du mal à s'imposer dans ces salons, d'une part parce qu'ils n'ont aucune notoriété et pas beaucoup d'appui, mais aussi parce que leur art n'est pas tout à fait conforme au canon de beauté en vigueur. Et donc ils feront partie de ces refusés. Le problème sera tellement important que finalement les peintres feront appel à Napoléon III pour obtenir un salon qui leur serait dédié. Mais toute leur carrière, ils ne cesseront de tenter de vouloir exposer dans le salon officiel. Les tableaux de Renoir présentés au Salon de 1866 étant refusés, il se retire en avril avec ses amis Sisley et Lecoeur à Marlotte, un petit village au sud de la forêt de Fontainebleau, où il continue à peindre des paysages. Toujours dans l'esprit des refusés, les proscrits du Salon, il réalise ce tableau entièrement à la palette et au couteau. Renoir, tout jeune peintre, aimait fréquenter la forêt de Fontainebleau. C'était bien, c'était calme. Il posait son chevalet, il commençait à peindre. Et un jour, arrive un vieux monsieur qui était né sous l'Empire, qui était né en 1807, qui était peintre, lui, plus vers Barbizon, pas très loin de Fontainebleau, qui s'appelait Narcisse Diaz. Et il se penche vers la toile qu'était en train de travailler le jeune Auguste Renoir. Il dit « Mais c'est formidable ce que vous faites là !» Et il le disait sincèrement, vraiment. Et Renoir dit « Oui, mais vous savez, je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter de la peinture. Eh bien, mon garçon, je vous offre votre peinture pour le temps qui me reste à vivre. » Mi-mai, Renoir revient au pinceau. Il achève ce rafraîchissant bouquet de fleurs de printemps.
Bien que les natures mortes semblent moins émouvoir les impressionnistes que la peinture en plein air et ses effets de lumière, elles sont remises au goût du jour par les jeunes peintres qui se libèrent et rejettent les conventions du passé. Renoir est l'un de ceux qui réinventent la nature morte, se servant de la lumière, de la couleur et de la composition. Pendant l'été 1866, les artistes décident de se rassembler à Marlotte pour un repas, une journée de conversation et de peinture en plein air. Ils se réunissent à l'auberge de la mère Anthonie. Il s'agit ici du portrait de groupe le plus ambitieux de Renoir. À la fois monumental et faussement décontracté, ce tableau montre les amis du peintre Sisley et Lecoeur. Sur les genoux de Sisley, le journal L'Événement, qui publie une féroce critique de Zola sur le salon. Il y fait l'éloge de Manet et exprime une appréciation bienveillante sur un tableau de Monet, Camille. Contrairement au personnage de sa toile, l'auberge de la mère Anthonie, il peint Frédéric Bazille dans une posture adoucie et plus souple. Cette peinture montre Bazille fin 1867 dans l'atelier qu'il partage avec Renoir. Un récent tableau de paysage enneigé de Monet est accroché au mur. Édouard Manet garde ce portrait jusqu'en 1876 et le présente à la deuxième exposition des impressionnistes. Durant l'été 1867, Renoir peint son premier portrait de plain-pied, en plein air, dans la forêt de Chailly-en-Bière, près de Paris. Lise Tréhaut, alors âgée de 18 ans, est la maîtresse de Renoir. Elle reste son modèle favori de 1865 jusqu'à son mariage en 1872 avec un autre modèle. Le salon de 1868 accepte cette toile et Renoir est encensé par la critique. Renoir soumet ce portrait de Lise au salon de 1869. Il est accepté, mais reçoit peu de critiques. En conséquence, l'artiste ne tire qu'un maigre revenu de ses ventes. Fauché, il passe l'été chez ses parents. Lise pose aussi pour de nombreux nus, dans des thèmes classiques comme dans Diane de 1869 ou Nymphe et Baigneuse au griffon de 1870. En 1868, Alfred Sisley demande à Renoir de peindre son portrait et celui de sa femme Marie. L'héritage culturel de la famille Renoir, son père tailleur et sa mère couturière, est sans doute à l'origine des nombreux détails sur les vêtements du couple. Sisley offre son bras à sa femme habillée à la dernière mode parisienne. L'intimité et l'indolence de ce double portrait, rompant avec toutes les traditions du portrait de l'école classique, remportent les suffrages des Beaux-Arts. Lors de la réalisation de cette toile en 1869, Renoir et Monet vivent non loin l'un de l'autre, à Saint-Michel, à l'ouest de Paris. La Grenouillère et sa chaude atmosphère d'eau et de lumière les fascinent tous les deux. Pour ces artistes, la lumière devient le trait d'union entre les personnages et la composition. Peignant côte à côte, Renoir et Monet achèvent 3 peintures sur cette même scène, tachetée de lumière. Elles sont considérées comme les premières peintures classiques, impressionnistes. Les toiles de ce thème présentent des moments ordinaires de la vie quotidienne, peints sur le motif, avec des couleurs vives et de petits coups de pinceau. Les artistes ne préparent pas leurs toiles avec le brun et le rouge traditionnels, mais avec un blanc ou un ton de pastel atténué pour y faire rentrer la lumière. Ils se servent des couleurs primaires, supprimant les ombres noires et leur portée. Les couleurs complémentaires donnent le volume et la respiration de la toile. Le café en plein air posé sur des pontons appelés la Grenouillère ou encore la mare aux grenouilles est apprécié par l'aristocratie et les nouveaux riches, et il y était de bon ton d'y être vu en été. Renoir est invité un jour à faire une étiquette chez un fabricant de parfums. Et la dame lui dit « Faites-moi quelque chose de très joli, de très évocateur ». Et Renoir, en 3 minutes, sort un dessin absolument merveilleux. Et elle lui dit « Oui, je vous dois combien ?» dit-elle. Et Renoir lui annonce une somme quand même assez importante. Elle dit « Ah bon, à ce prix-là, pour 3 minutes ?» « Non, madame, 30 ans et 3 minutes. » En 1870,
Prenant à nouveau modèle sur le portrait de Sisley, Renoir peint Lise très haut avec un ami lors d'une promenade en forêt. Comme dans le portrait de Sisley, la femme détourne son regard. Elle semble attirée par un point opposé à celui de l'homme. Le caractère érotique de la scène peut choquer les mœurs de la France des années 1870, dernières années du règne de l'empereur Napoléon III. L'attirance de l'artiste pour les sujets contemporains et sa fascination pour les jeux d'ombres et de lumière naturelle émergent sur cette toile. Acceptée au salon de 1870 sous un concert d'applaudissements, cette toile s'inspire des sculptures classiques de Vénus et d'Aphrodite. Lise sert de modèle. Ses vêtements s'éparpillent sur l'herbe dans un charmant désordre où le griffon repose voluptueusement. La femme allongée à l'arrière-plan semble curieuse et sert de sauf-conduit à ce travail trop débridé. Exposée également au salon de 1870, cette toile avec Lise en courtisane ne reçoit que peu d'éloges. Il est mal exposé. Souvent, en effet, les artistes inconnus voient leur toile pendue dans des coins perdus ou trop hauts, donc invisibles. Pendant l'été 1870, la guerre franco-prussienne contraint Renoir à interrompre ses recherches artistiques. Appelé sous les drapeaux, il rejoint Bordeaux. Frédéric Bazy s'engage dans une unité de zouaves et meurt au combat en novembre. Monet fuit en Angleterre. La fin du conflit déclenche une courte mais violente guerre civile dans Paris, où la Commune se dresse contre les troupes gouvernementales. On ne peut pas dire qu'il y a un grand enthousiasme à participer à ces guerres-là. D'ailleurs, ils ne comprennent pas du tout l'attitude de Bazy qui s'engage de façon volontaire. Ce sont des patriotes pour autant. Et ils vont souvent parler du génie français, de l'art français, mais le défendre à travers les arts et beaucoup moins à travers les armes. Après 7 mois d'absence, Renoir revient de Bordeaux dans un Paris en pleine ébullition. Sans doute réalisé en avril 1871, ce portrait reste sa plus délicieuse peinture de cette époque, compte tenu des événements. La période d'exécution du tableau pendant la guerre civile, commencée le 2 avril, et la semaine sanglante du 21 au 28 mai, semble plus qu'incertaine. Le 3 juin, Edmond Maître écrit à son père que le faubourg Saint-Germain n'est plus que ruine sanglante couverte de cadavres. L'abondance de fleurs près de Rafah propose une vision poignante du soulèvement social de Paris. Ces 2 mois de conflit coûtent la vie à plus de 20 000 Parisiens. Au début de 1872, Claude Monet présente Renoir au vendeur d'art Durand-Ruel, qui très vite lui achète 2 de ses tableaux, lui permettant ainsi d'installer son premier atelier à Paris. Dans cette période de récession économique du milieu des années 1870, Monet s'attache à Renoir, pas seulement pour leur mutuelle passion de l'art, mais aussi dans leur lutte pour survivre financièrement. Leur bienfaiteur Bazy, disparu à la guerre, pour gagner leur vie, Monet et Renoir se rapprochent. Tandis que Monet, établi en banlieue parisienne, est recommandé pour le salon dès 1873, Renoir reste à Paris et continue à peindre dans le style de peinture qui fait fureur au salon. Renoir et Monet peignent souvent ensemble, et sur ce charmant portrait, Renoir montre son ami peignant Coin de Jardin à Argenteuil, connu aussi sous le nom de Dahlia. Pendant l'été 1873, Renoir séjourne avec les Monet, Claude, Camille et leur petit garçon Jean à Argenteuil, situé seulement à 15 minutes en train de Paris. Renoir peint Monet totalement absorbé dans la lecture du journal L'Événement. Il porte la même tenue, ainsi que le même petit chapeau que dans le tableau précédent. Ses vêtements, sans prétention, expriment la droiture de l'artiste à la pipe au long tuyau. Ce portrait montre aussi d'autres traits de Monet soigneusement décrits. Sa barbe épaisse sous la lumière et ses longs cils. Dans ces 2 portraits, Renoir veut peindre l'homme, Claude Monet, tel qu'il est, énergique, scrupuleux et honnête. Dans l'unique but d'être accepté au salon, Renoir investit une grande toile sur un sujet purement parisien. Certaines critiques pensent que la volonté de Renoir d'être reconnu comme un peintre aussi influent que Manet est un peu risquée, car la partie accordée habituellement au portrait est souvent réservée aux allégories royales. Madame d'Arras prend la pose d'une cavalière accompagnée par le fils de l'architecte Charles Lecoeur.
La promenade matinale au bois compte parmi les activités les plus prisées de l'aristocratie. Le salon rejette cette toile, qui, par sa taille et son sujet, manque de propulser le peintre au rang de la bonne société. Néanmoins, un admirateur écrit que la cavalière de Renoir, avec sa peau si fine sortant délicatement de sa douce voilette, est l'une des créatures les plus séduisantes de l'art moderne. En 1898, Julie Manet s'émerveillera du mouvement étonnant des chevaux, de la grâce de l'Amazone et du délicieux arrière-plan. Renoir construit ce portrait de son ami Charles Lecoeur par petites touches et coups de pinceau. Lecoeur apparaît dans un costume d'été blanc avec de petites nuances de bleu dans son gilet. Le modèle favori de Renoir pendant les années 70 est l'actrice Henriette Henriot. Ce tableau où elle pose dans une tenue très à la mode en 1874 est présenté à la première exposition des impressionnistes. Dans les 2 années suivantes, elle apparaît au moins une dizaine de fois dans ses peintures. Ce portrait de Madame Henriot est le plus tendre de l'artiste. C'est aussi son dernier. Il semble aussi être le seul qu'elle ait possédé. Ses 19 ans surgissent de cette peau diaphane. La maîtrise technique et l'aisance de l'artiste engendrent une toile faiblement dosée en peinture, ce qui accentue l'effet de lumière sur la soie ivoirine. Peindre du blanc sur du blanc, écrit Voilard, est extrêmement difficile, mais quel merveilleux effet cela donne. Qualifiée d'onirique, cette toile peinte en 1874 est néanmoins présentée à la première exposition des impressionnistes. Aujourd'hui, c'est cette même critique qui rend le tableau si singulier. Renoir peint en expert les enfants et le théâtre. Dans les années 1800, le théâtre fait partie intégrante de la vie publique et devient donc un sujet populaire pour les peintres. Edmond, le frère de l'artiste, pose pour ce tableau. Sa compagne, dont l'identité reste inconnue, incarne l'élégance même, le mystère d'un soir. Motif de prédilection tout au long de sa carrière, le nu féminin permet de suivre l'évolution artistique du peintre. Ce buste est montré au public en mars 1875, lors d'une vente des œuvres de Monet, de Morisot et de Sisley. À cette époque, le peintre renonce à ses inspirations mythologiques au profit du portrait plus réaliste et contemporain. Devant un arrière-plan d'une grande simplicité, la jeune femme se déshabille plus qu'elle ne pose. Un semblant de réalisme affable émane des portraits d'enfants de Renoir. Cette petite fille de 8 ans semble être telle que la voit le peintre, une inoubliable et séduisante jeune femme. De la dignité innée de cet enfant, Renoir fait ressortir le côté timide et hésitant. Renoir apporte la sensibilité impressionniste des couleurs dans les touches bleutées sur les tempes de l'enfant ou dans le vert et pourpre de ses cheveux roux. Jeanne Durand-Ruel est la fille de Paul, le vendeur d'art des impressionnistes. Comme dans ses autres portraits, l'artiste peint la robe avec les détails précis, ce qui permet d'estimer l'époque et le lieu du modèle. Selon Edmond, le frère de l'artiste, Renoir laisse toujours à ses personnages le choix de la pose et de la tenue. Son choix des couleurs et la volonté de peindre les individus de plein pied paraît peu orthodoxe pour l'époque. Jeanne revêt autant de charme qu'une jeune femme. Parmi les peintres impressionnistes, Renoir est peut-être celui qui se consacre le plus au portrait. On peut parler aussi de Degas, qui est un très grand portraitiste, mais chez Renoir, cela prend une ampleur tout à fait considérable. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les œuvres passent d'un statut d'œuvre privée à un statut d'œuvre publique. Les peintres impressionnistes peignent beaucoup leur entourage, ils peignent beaucoup leur famille, ils peignent beaucoup leurs enfants, bien sûr les parents, mais ça c'est quelque chose de classique, mais ils s'affranchissent des codes de représentation pour peindre des scènes de la vie ordinaire. Mais pour autant, ces tableaux ne sont pas confinés au cercle privé, puisqu'ensuite ils ont un destin public, ils sont exposés et ils sont vendus. Les années 1870 marquent la toute-puissance de la maîtrise impressionniste de Renoir. Dans ce paysage sous le soleil hivernal, nous percevons la quintessence de l'impressionnisme dans ses surprenantes touches de couleurs. Le style est léger, la texture des coups de brosse est tout en contraste. Les impressionnistes sont captivés par le jeu de la lumière du soleil sur la neige. Renoir,
qui d'ordinaire préfère peindre en été des scènes joyeuses et remplies de gens, succombe dans ce chef-d'œuvre au charme des hivers glacés. Cet autoportrait est l'une des 17 toiles envoyées par Renoir à la deuxième exposition impressionniste de Durand-Ruel de 1876. Il figure parmi les autres portraits de l'artiste Choquet, Basile et Monet. La manière de peindre peu orthodoxe s'ajoute à l'immense énergie qui se dégage de cette extraordinaire et candide image de lui-même. Rivière, le seul biographe ayant vraiment connu Renoir, écrit « Son visage sérieux, ses sourcils froncés, sa barbe courte le font paraître plus âgé. » En 1879, Edmond décrit les traits de caractère les plus prononcés chez son frère aîné, rêveur, pensif, sombre, et le regard préoccupé. En 1875, Victor Choquet assiste à la vente des impressionnistes à l'hôtel Drouot de Paris. Bien qu'il n'achète que peu de peintures, il commande immédiatement à Renoir des portraits de sa femme Caroline et de lui-même. Dans ce portrait apparaît à nouveau cette manière de peindre lumineuse que possède Renoir pour les vêtements blancs du modèle. Le style de Renoir n'est pas toujours bien compris, mais Choquet demeure son fidèle défenseur. Le lien affectif qui existe entre les deux hommes se ressent dans la chaleur de ce portrait. Collectionneurs avertis, Choquet et sa femme prennent la pose devant les scènes élégantes des toiles classiques de Delacroix. Renoir présente Choquet à ses amis impressionnistes en l'emmenant tout d'abord chez le père Tanguy. Le collectionneur va ainsi acheter 11 Renoirs, tout autant de Monet, ainsi qu'une trentaine de Cézanne. Choquet prête 6 toiles de Renoir lors de la deuxième exposition des impressionnistes de 1876. Les peintures étiquetées comme déjà vendues prouvent au public que la réputation de l'artiste, si elle n'est pas établie, du moins progresse-t-elle. La première exposition impressionniste de 1874 apporte à Renoir et à ses amis plus de notoriété que leurs travaux. La vente de ses propres œuvres qu'il organise en 1875 est un désastre financier. Dans son combat constant pour trouver de l'argent, l'artiste peint des tableaux avec des scènes légères comme celle-ci, avec soit des femmes séduisantes, soit des enfants. Il pense que c'est un bon choix d'offrir des sujets de portrait plus attirants. Tout comme Monet, Renoir peint ce portrait de leur ami également impressionniste, Alfred Sisley, dans la maison de Monet à Argenteuil au printemps 1876. Sur ce tableau, Renoir utilise la technique impressionniste de la peinture en plein air, mais pour un portrait d'intérieur. Renoir expose cette peinture à la 3e exposition des impressionnistes de 1877, en même temps que les portraits de l'actrice Jeanne Samary et de Madame Charpentier. Durant l'été 1876, Renoir commence une œuvre de grande envergure sur le moulin de la Galette à Montmartre. Ce tableau donne à Renoir l'occasion de montrer son extraordinaire talent pour décrire l'interaction sociale dans une assemblée de sympathiques jeunes gens. Georges Rivière, le futur biographe de Renoir, est l'un des gentlemen peints à la table. Sur ce tableau exposé en 1877, il écrit « C'est une page de l'histoire, un précieux moment de la vie parisienne, réalisé avec la plus grande exactitude. Personne avant lui n'a su immortaliser une scène de la vie parisienne dans un tableau de cette dimension, 131 par 175 cm. Cette œuvre monumentale de Renoir décrit avec spontanéité l'atmosphère vertigineuse d'une telle scène à une échelle habituellement réservée aux tableaux historiques et allégoriques. On peut souligner une technique tout à fait particulière avec des couleurs très fondues les unes dans les autres, des arrière-plans dans lesquels on passe du bleu au jaune en passant par le vert. Enfin, il y a une technique très propre, très d'ailleurs proche du pastel d'une certaine façon, presque de fusion des couleurs qui lui est propre, qui fait qu'on a des arrière-plans extrêmement vibrants et pas du tout des arrière-plans dépouillés comme on en hérite avec de l'âge classique, avec Manet ou avec Degas. Là, au contraire, tout le tableau, que ce soit l'arrière-plan ou le premier plan, concourt à cette espèce d'arc-en-ciel, cette symphonie chatoyante des couleurs chez Renoir. Pour la réalisation de la toile, le Moulin de la Galette, Renoir s'installe pendant 1 an et demi dans une maison de la rue Cortot,
non loin du fameux Danzig. Dans cet atelier, il fait quelques esquisses de préparation sur le fameux moulin presque tous les jours. Pour terminer, les amis de Renoir prennent la pause dans le jardin qui lui sert aussi de décor pour ce paysage. Rivière, qui accompagne Renoir dans sa recherche de l'atelier idéal à Montmartre, écrit « Dès qu'il est entré dans la maison, Renoir est tombé sous le charme de la vue sur le jardin qui avait l'air d'un ravissant parc abandonné avec une large pelouse parsemée de pavots et de marguerites. Plus loin, une magnifique allée plantée d'arbres s'étend au pied du jardin et sert de décor au célèbre tableau, la balançoire. Après le moulin de la Galette, Renoir réalise une toile semblable par la taille, mais bien moins compliquée par le nombre réduit de personnages présentés. Le peintre met en scène les jeunes gens de la classe ouvrière de Montmartre. Rivière, l'homme qui apparaît sur la droite, raconte les efforts de Renoir pour convaincre les filles et leurs mères de prendre la pause. Tout comme le moulin de la Galette, cette toile représente une scène de la vie parisienne. Quand l'artiste peint ce portrait en 1977, Jeanne Samary est une étoile de la comédie française, aussi célèbre que Sarah Bernhardt en son temps. Il s'agit du premier tableau des 12 peint par Renoir sur cette célébrité qu'il appelle la petite Samary qui éblouit les femmes, mais les hommes encore plus. Jeanne Samary fréquente régulièrement le salon de Madame Charpentier, où elle peut déclamer son nouveau registre. C'est sans doute par ce biais qu'elle rencontre Renoir, qui est un des protégés des Charpentiers. Renoir, qui déteste ce qui se passe à la Comédie Française et qui assiste rarement à la moindre représentation, peint Jeanne dans une robe au double décolleté avec un corsage de rose. Quand cette toile aux couleurs brillantes et chaudes est exposée en 1877, Zola la juge comme étant le point de mire de l'exposition. Malgré l'admiration portée à ce portrait, la technique de Renoir reste avant-gardiste. Entre 1876 et 1882, Renoir peint 7 portraits pour les Charpentiers qui l'encouragent à les présenter au salon. Ami d'Ernest Hosquedé, Charles Charpentier est un éditeur qui traque les toiles des impressionnistes en 1875. Il soutient Renoir et Monet lorsqu'ils sont dans le besoin. Ce tableau de Marguerite Charpentier établit Renoir comme un portraitiste de talent. Dans ce portrait, le modèle porte le deuil de la mort récente de son fils de 2 ans. La peinture acquiert un mouvement gracieux par le doux regard vers la gauche du modèle et par ses boucles d'oreilles qui entourent le visage. Renoir est loin d'imaginer que la France, un quart de siècle plus tard, accrochera ce tableau au Louvre. En septembre 1978, Marguerite et ses 2 enfants, Georgette et Paul, avec leur Terre-Neuve Porthos, posent devant Renoir pour un portrait clairement destiné au salon de 1879. Malgré le renom que le tableau lui apporte, Renoir reste dans la pauvreté. Madame Charpentier use de sa grande influence pour assurer à ce portrait une place d'honneur au salon. Les critiques s'émerveillent de l'absence complète de convention, aussi bien dans la position des modèles que dans la technique. Autre portrait peu conventionnel pour l'époque, cette petite fille de 5 ans dans son tablier blanc. Après une désagréable leçon, l'enfant revient de l'école les yeux brouillés de larmes quand elle tombe sur Renoir, un invité habitué du château de son père, le diplomate et banquier Paul Bérard. Renoir rencontre probablement Paul Bérard en 1878 au salon de Marguerite Charpentier. Bérard et Renoir restent intimes toute leur vie, voyageant ensemble en Hollande et passant de nombreux étés dans la maison de famille de Bérard, Varguemont, pour laquelle Renoir peint des panneaux décoratifs de porte. Bérard est montré ici dans une atmosphère détendue avec sa cigarette. « Il est bon de se surpasser de temps en temps », écrit Renoir à Bérard en 1881, tandis qu'il finit son tableau « Le déjeuner des canotiers ». Dans les années 1880, Renoir peint plusieurs portraits de la famille Bérard. Les portraits d'enfants de Renoir les représentent le plus souvent détendus, calmes et confiants. Ce portrait de la petite Yvonne Grimprel est un exemple achevé. Au XIXe siècle, l'idéalisation des femmes et des enfants dans les portraits de Renoir exprime une certaine nostalgie dans un monde en pleine industrialisation. Renoir
ne revendique rien. Il n'a pas inventé l'association symbolique des femmes et des enfants avec la maison, mais son travail est souvent imprégné de ces valeurs. En 1880, date à laquelle Renoir peint ce tableau, il obtient une réputation pour ses portraits de femmes et d'enfants dans la société parisienne. Les modèles de cette toile semblent être l'épouse et la fille d'Edmond Turquet, le sous-secrétaire des Beaux-Arts. Peut-être que Renoir est aussi un peintre qui sait flatter ses modèles et qui, du coup, est recherché par la clientèle. C'est un peintre qui a une touche extrêmement joyeuse, extrêmement flatteuse, extrêmement virevoltante. Et en particulier dans les intérieurs de la vie moderne, c'est peut-être un de ceux qui donne le plus de magie à ces scènes d'intérieur et de portrait. C'est une erreur de penser que Renoir ne peint que les femmes et les enfants des classes élevées. Renoir dessine le plus souvent des couturières et des blanchisseuses de Montmartre, très inspirées par leur belle et solide attitude. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, la femme endormie offre une vision de la beauté innocente. Renoir, contrairement à Degas, rend hommage au charme des femmes de la classe ouvrière. Les blanchisseuses de Renoir, avec leur solide constitution et leur pose déterminée, renvoient une image de fière indépendance. « Je préfère peindre lorsque je sens le solide bon sens plutôt que la fanfaronnade », confie-t-il à Rivière. Une ouvrière saisie au coin d'une rue, une domestique se reposant un instant pendant sa lessive, qui devient Junon sur l'Olympe. Renoir peint aussi les enfants d'un riche banquier. Louis Raphaël, comte Cahan d'Anvers. Ce portrait de deux jeunes filles de la famille, Alice et Elisabeth, est réalisé en vue d'une exposition au salon de 1881. Cette peinture perd cependant un peu de son charme lorsque l'on sait que la famille mit 1 an pour payer une somme ridicule à Renoir, pour ensuite accrocher le tableau dans une chambre de bonne. La scène joue un rôle important dans la vie et l'art des impressionnistes. Dans ce tableau, aussi intitulé « Le Skiff », Renoir utilise les couleurs complémentaires, orange et bleu, pour faire éclater la lumière presque aveuglante du soleil d'été sur l'eau. Aline Charigot, qui devient la femme de Renoir, apparaît pour la première fois sur ce tableau. Chacun des villages le long de la ligne de chemin de fer venant de Paris offre leurs activités de plein air. À Chatou, le calme de la rivière invite au canotage, passe-temps favori de Renoir et de ses amis. Le personnage habillé de blanc est Edmond, le frère de Renoir. Chatou est la retraite préférée de Renoir durant le week-end. Parmi ses œuvres, cette toile est remarquable pour le petit personnage qui dérange le tranquille paysage de printemps. De toute évidence, cette peinture réalisée en plein air contient cette atmosphère si chère aux impressionnistes. Au milieu des années 1870, Renoir se rend souvent à la maison Fournaise, située sur une île de la Seine près de Chatou. Il y peint des scènes de repas, ainsi que plusieurs portraits de la famille Fournaise, les paysages des alentours s'arrangeant ainsi de temps en temps avec la famille pour la nourriture et l'hébergement. Le restaurant accueille tout le monde. Toutes les classes se confondent, hommes d'affaires, femmes de la bonne société, artistes, actrices, écrivains tels que Guy de Maupassant, critiques, et grâce à la diminution du temps de travail issu de la révolution industrielle, les couturières et les vendeuses. Ici, Alphonse et Alphonsine Fournaise se tiennent sur la gauche, et Gustave Caillebotte, qui est assis de dos, est vêtu d'une chemise de canotier blanche et du chapeau canotier. En face de lui, caressant son chien, Aline Charigot, la jeune couturière que Renoir a rencontrée récemment et qu'il épousera 5 ans plus tard. Les coups de brosse du peintre varient des couleurs vives sur la table aux aplats épais du paysage en arrière-plan. Pour peindre ces personnages, il se sert de traits fermes et d'un subtil jeu d'ombres et de lumière qui provoque cet effet de relief décor et fait ressortir les traits du visage. En 1881, Renoir ressent le besoin de changer de voie. Il part pour l'Algérie et revient l'année suivante, atteint de pneumonie. Contrairement à beaucoup de peintres aventuriers et explorateurs, Renoir ne quitte pas souvent la capitale et ses environs. Mais, comme de nombreux artistes de son époque, il peint des thèmes orientaux dans son atelier 11 années avant de poser le pied en Algérie.
La mosquée, dans ce pays du soleil, et sa population représentent une mine pour ses recherches à venir sur l'utilité des blancs en peinture. Il a aussi été sensible à la lumière de l'Afrique du Nord et également à la végétation, c'est-à-dire qu'il y a certaines toiles assez étonnantes où il représente des champs de bananiers, où j'ai l'impression qu'il a vraiment été sensible à pour le coup, à cette luxuriance un peu de ces plantations. Comme après, il sera sensible aux oliviers, à la végétation méditerranéenne côté français. Réalisé après son retour d'Algérie, ce tableau semble clore les séries de peintures faites à Chatou. Renoir découvre ce village en 1975, mais ce n'est qu'en 1880 qu'il supplante Montmartre comme son site de prédilection pour la peinture. Le paysage rural de Chatou, avec ses rameurs sur la Seine, figure sur l'arrière-plan de ce portrait. La composition de cette toile intrigue. Une vue plongeante sur les personnages en premier plan, tandis que la Seine semble couler en contrebas. À l'automne 1881, Renoir fait son premier voyage en Italie. Il visite Venise, Florence, Rome et Naples. La lumière sur les reliefs de ce pays l'impressionne et il tombe en admiration devant les toiles de Raphaël et des autres peintres classiques. Il n'apprécie plus ce qu'il peint, se demandant pourquoi sa peinture, le déjeuner des canotiers, semble fade et terne. Renoir peint alors La mère et l'enfant à Naples, où il place ses personnages dans un cadre de vie de famille contemporaine. Chaque femme qui câline un enfant est une vierge de Raphaël, prononce-t-il. On a utilisé ce mot ingresse pour parler des œuvres de Renoir à son retour d'Italie, quand il rompt un peu avec l'impressionnisme pour avoir des formes beaucoup plus dessinées, beaucoup plus classiques, mais qui pour lui n'étaient pas inspirées d'Ingres, mais vraiment de la peinture de la Renaissance italienne, en particulier de Raphaël, qui l'avait vraiment bouleversé. Renoir peint cette nature morte à Naples. Avec ses objets ordinaires, des oignons jaunes et des gousses d'ail sur une simple table, Renoir crée une composition étincelante et vivante. Quelques coups de pinceau parallèles donnent le lissé de la pelure d'oignon qui irradie dans la pièce. L'arrière-plan reprend la même technique qui offre aux oignons leur place centrale sur la toile. Ici, Renoir fait la part belle aux couleurs, aux textures et aux contrastes entre les aubergines, les poivrons et les grenades. L'arrangement faussement désordonné, les tons ombrés de bleus et de blancs de la nappe sont un hymne aux vacances en Méditerranée, loin de Paris. Pendant l'été 1882, Joseph Durand-Ruel commande à Renoir les portraits de ses 5 enfants adolescents. L'artiste les peint en août à Dieppe pendant les vacances des Durand-Ruel. Ces portraits sont importants non seulement en tant qu'œuvre d'art, mais aussi par cette nouvelle approche de l'artiste de la peinture, une fusion entre la sensibilité impressionniste sur les jeux de lumière et l'équilibre de la peinture classique. Georges, peint ici à 16 ans, intègre la société familiale et reste très proche de Renoir, dont il devient le parrain de son fils, le metteur en scène Jean Renoir. Le plus petit portrait de tous reste celui de Marie-Thérèse, âgée alors de 14 ans. En accord avec le style de Renoir de la fin des années 80, le visage et la main de la jeune fille se dévoilent dans la lumière. Ici, Marie-Thérèse est peinte auprès de sa petite sœur Jeanne. Le soleil projette des taches de rose, de bleu, de mauve et de vert sur les robes des enfants. Jeanne a 12 ans, même si elle en paraît 6 sur cette toile au doux ton clair. Plusieurs fois au cours de sa carrière, Renoir peint des chrysanthèmes. Les natures mortes l'éloignent de ses ennuis. Il peint des fleurs et des fruits au milieu et à la fin de sa carrière. Ses légers coups de pinceau sont particulièrement adaptés à ce sujet. Il dit à Rivière « Quand je peins mes fleurs, je suis libre de choisir les tons et les valeurs. » Aline lui rapporte régulièrement des bouquets de fleurs de saison. « Quand ma femme compose un bouquet, dira plus tard le peintre, je n'ai qu'une seule envie, m'asseoir et la peindre. » Les blancs éclatants et les pourpres, les pétales orange et or, rehaussés par leurs feuilles déchiquetées, en deviennent presque baroques.
Dans ces intérieurs modernes, il dépeint aussi les réalités de la vie quotidienne, c'est-à-dire les céramiques, les objets, les fauteuils, le décor et les fleurs coupées. Donc Renoir a composé énormément de tableaux représentant ces fleurs coupées. Il est assez proche en cela, par exemple, de Courbet, qui est un des modèles des impressionnistes. Et puis il regarde beaucoup du côté aussi du Japon, et ces chrysanthèmes que nous avons à Rouen évoquent tout à fait un art japonisant, puisque le chrysanthème est une fleur d'Orient qui est extrêmement vénéré en Orient, et c'est bien sûr aussi une allusion à ce japonisme qui intéresse beaucoup les impressionnistes. Une des peintures de personnages la plus connue de Renoir. La pose de ce couple qui danse dégage un érotisme presque palpable. D'abord exposé à Londres en 1883, puis à New York en 86 et enfin à Paris en 92, la passion de cet homme se dégage de tout son corps. Aussi légère que l'air, la jeune femme valse délicieusement abandonnée dans les bras de son partenaire. Même si les thèmes de ses peintures font penser au moulin de la Galette, cela n'est pas uniquement le seul souhait de Renoir. Il se concentre désormais sur les personnages du premier plan, les peignant clairement, les détachant de l'arrière-plan. Suzanne Valadon pose pour les deux tableaux, Danse à Bougival et Danse de salon. Valadon, connue à Paris pour sa beauté sans égale, elle est la maîtresse de Toulouse-Lautrec, talentueux artiste, et deviendra la mère de Maurice Utrillo, qui lui aussi sera un peintre de renom. Aline Charigot pose pour cette toile. Aline, que Renoir associe souvent au charme de la campagne, est peinte dansant avec grâce et habileté. Le fougueux rameur déjà peint sur les deux autres toiles de danse est, après Rivière, le meilleur ami de Renoir. Paul Lotte, âgé de 32 ans, voyageur intrépide, accompagne Renoir en Algérie et en Italie. En 1890, il est témoin du mariage de Renoir avec Aline. Sur plusieurs points, cette peinture s'avère bien différente des autres tableaux de Renoir. Le peintre la réalise dans une période de transition entre ses œuvres purement impressionnistes et celles d'influence classique. La peinture est dans les tons de noirs ombragés avec des bleus et mauves. Aline Charigot est le modèle pour la femme au panier et Paul Lotte est son escorte. La petite Lucie Bérard a 3 ans sur ce tableau. Durant sa petite enfance, elle sert de modèle à Renoir et au peintre Marie Cassatt. C'est la plus jeune des 4 enfants Bérard. Elle se détache de l'arrière-plan peint d'un bleu profond. Dans un style se rapprochant de ses premiers travaux, voici un portrait des enfants Bérard l'année suivante, quand Lucie vient juste d'avoir 4 ans. C'est le plus ambitieux et le plus monumental des 14 portraits que Renoir peint sur la famille Bérard. Peint en 1885, peu après la naissance de Pierre, leur premier enfant, ce portrait d'Aline Charigot est considéré comme parmi les plus lumineux et les plus réalistes des portraits de l'artiste. Renoir a 44 ans et Aline 28. Ils se marient 5 ans plus tard. Ce tableau est réalisé au milieu des années 1880, pendant la période classique de Renoir. Il souligne les contours des personnages, leur donnant ainsi beaucoup plus de clarté. Quand il évoque cette période, l'artiste la décrit comme sèche, aigre. Certes, les nus féminins manquent peut-être de la chaude sensualité des premières œuvres ou de celles à venir. On peut dire que l'esthétique impressionniste, c'est presque une esthétique un peu par défaut. Elle est très mal définie. Quand on compare Degas à Renoir, à Monet, on voit bien qu'il y a énormément d'écarts, de différences dans le traitement de la couleur, de la forme. Ils ont bien sûr des maîtres en commun, ils ont des points de vue communs, mais l'esthétique diverge grandement. Et à partir des années 90, Renoir, par exemple, va complètement tourner le dos à cette esthétique impressionniste pour revenir à quelque chose beaucoup plus inspiré par le classique, par l'Antiquité. Grand portrait comme les aime le jury du salon. Ce thème de la jeunesse et de la musique revient souvent dans l'œuvre de Renoir. Cette scène intime véhicule l'idée de l'innocence cultivée et du raffinement. M. Mendes est un poète et célèbre impresario. Ce tableau allie une technique parfaite que Renoir admire tant chez les classiques italiens, avec les tons plus chauds de ses œuvres impressionnistes antérieures. L'identité des jeunes filles n'est pas connue, mais cette brillante palette, l'affection entre les deux jeunes filles et leur concentration sur la musique apportent ce sentiment de bien-être familial. En 1894,
Renoir commence un portrait de Julie Manet. Mais bientôt mécontent de son travail, il demande à la mère de la jeune fille, le peintre Berthe Morisot, de poser avec sa fille pour ce double portrait dans son atelier. Jean Renoir, né en septembre 1894, devient immédiatement le modèle favori de son vieux père de 53 ans. Comme souvent dans ses peintures, Jean apparaît sous l'œil vigilant de sa nourrice Gabrielle, tout juste âgée de 16 ans. Gabrielle a vécu avec les Renoir pendant 19 années, durant lesquelles, nue ou habillée, elle a pris la pose sur plus de 200 tableaux. Avec une vue sur la campagne environnante, le château de Renoir à Montmartre s'agrémente d'un jardin envahi de fleurs. Jean Renoir s'en souvient comme d'un petit paradis de lilas et de roses. Cet endroit inspire Renoir et au printemps de 1896, il rassemble Gabrielle et ses voisins dans le jardin pour un portrait de groupe. Sur la gauche, son fils aîné Pierre, alors âgé de 11 ans, se tient à côté de sa mère Aline et flirte timidement avec la fille de ses voisins à droite. Le petit Jean, près de ses 2 ans, et Gabrielle sont les muses de l'artiste. Le blanc de leurs vêtements contraste avec les noirs et les rouges des autres. Renoir, dans sa volonté de peindre la nourrice, fille des voisins, semble vouloir proclamer que sa famille est ouverte et non renfermée sur elle-même. En 1897, Renoir produit toute une série intime de portraits sur les sœurs Leroll, Yvonne et Christine. Leroll expose régulièrement au salon. Il collectionne aussi les peintures de Degas, comme on le voit sur le mur derrière le piano. Curieusement, cette peinture et une autre de Christine Leroll-Brodant restent en la possession de Renoir jusqu'à sa mort. Renoir peint cet autoportrait en 1899, sous le regard approbateur de Julie Manet venue lui rendre visite. Les portraits des Leroll servent de modèle pour beaucoup de nus féminins que réalise l'artiste pendant les années 1890 et le début des années 1900. Pour les nus, Titien et Rubens restent les maîtres de Renoir. Dans les dernières années de sa vie, Renoir peint beaucoup de personnages dans des compositions de ce genre. Les images de nus dans les bois sont à la mode dans la peinture européenne. Renoir évoque cette tendance dans ses nus, parlant de l'éternel féminin, idéalisé dans sa beauté, sa simplicité et son innocence. Il revisite un genre qui est propre, par exemple, au XVIIIe siècle. On peut penser tout à fait à ces petites bergères ou des choses de cette nature-là que vous pouvez voir au XIXe siècle et au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi un retour à l'Antiquité, c'est-à-dire retrouver cette espèce d'âge d'or de naturel. On ne parle pas encore de naturisme, ça viendra quelques années plus tard, au début du XXe siècle, ce culte du corps qui arrive avec la modernité. Mais chez Renoir, on trouve déjà ces formes pleines, ces formes simples qui sont nues, offertes au soleil, à l'eau et qu'il dépeint finalement comme Poussin aurait pu le faire au XVIIe siècle. Claude Renoir, le dernier des enfants de Renoir, naît en 1901. Le peintre est alors âgé de 60 ans et sa femme Aline de 40. Renée, qui porte l'enfant, est la fille de la sage-femme qui l'a mise au monde. Dans sa pose, elle prend des allures de statue grecque ou médiévale. La menace d'une paralysie complète due à des rhumatismes articulaires pousse Renoir à se lancer dans une activité débordante. La peinture reste son plaisir et son réconfort. Malgré une arthrite galopante, Renoir produit près de 400 chefs-d'œuvre comme ce tableau. En 1907, à la recherche d'un climat plus chaud pour soulager son arthrite, Renoir achète une ferme de 50 hectares surplombant Cagnes-sur-Mer dans le sud de la France. Il y construit une élégante maison de pierre, les Colettes, où il y passe ses dernières années. Renoir avait l'habitude de passer tous les hivers depuis le début du siècle à Cagnes-sur-Mer et en 1907, il décide d'acheter cette propriété qui en fait était une magnifique oliveraie qu'il connaissait comme motif de tableau où il avait l'habitude de venir peindre et il décide de l'acheter pour y construire sa maison et s'y installer à partir de 1908.
Ce lieu, cette villa, va être un peu le point de ralliement de tous les peintres de la génération suivante qui vont venir rendre visite à Renoir. Matisse, qui est venu à de nombreuses reprises, Bonnard, des peintres fauves comme par exemple Camoin, Modigliani aussi, qui a habité Cannes, est venu lui rendre visite. Donc vraiment, pour les jeunes peintres de cette génération, c'était une figure mythique et une personne à laquelle on venait rendre visite, y compris au prix d'un long voyage. On conte l'histoire d'un jeune peintre japonais qui est venu exprès jusqu'à Cannes pour rendre visite à ce peintre dont il avait aperçu quelques œuvres. À la fin de sa vie, Renoir peint énormément de paysages et aussi beaucoup de nus dans le paysage. Il s'était fait construire un atelier dans le jardin, en fait, qui était comme une petite cabane en bois entièrement vitré. Et il pouvait placer ses modèles dans la nature, en pleine lumière, tout en peignant lui-même à l'abri de cette lumière ou avec une lumière contrôlée. Renoir a été toute sa vie à la recherche de l'endroit idéal pour peindre. Ici même, il avait un premier grand atelier, vraiment l'atelier classique, avec une grande verrière au nord, dans la tradition des ateliers du 19e siècle. Et cet atelier n'a pas dû lui convenir, puisque très vite, 4-5 ans après, il a fait ajouter une petite pièce, un autre atelier. Et puis, donc, il y a cet atelier dans le jardin dont je vous parlais, donc ça fait un troisième atelier. Et puis, il continuait aussi à aller vraiment peindre en plein air. Donc, il avait des difficultés à se déplacer. Il avait une chaise, une sorte de chaise à porteur, sur laquelle ses domestiques pouvaient le porter pour qu'il aille peindre sur le motif. Ici, un envoûtant portrait de Gabrielle. Elle a 30 ans. Son corps voluptueux envahit la toile. Comme dans la plupart des tableaux de cette période, Renoir idéalise l'éternel féminin dans un espace privé. Gabrielle est restée son modèle favori et dans ses dernières années, elle s'occupe de lui comme d'un invalide. Quand Renoir s'installe ici, il est déjà malade, il se déplace en fauteuil roulant, il a les mains déformées par l'arthrose, si bien qu'il ne peut plus lui-même, par exemple, saisir ses pinceaux. Il faut qu'on lui mette les pinceaux dans la main, donc il est déjà physiquement diminué. Et pourtant, il continue à créer plus que jamais. En 1910, Renoir peint ce portrait intime et poignant de son épouse Aline, berçant un chou endormi. Aline a 50 ans. Les stries jaunes et blanches suggèrent les plis de la robe d'Aline et le poids des années sur son visage. À l'époque cannoise, Renoir aborde la sculpture en compagnie d'un jeune sculpteur qui s'appelait Richard Guinaud. Et au moment de la mort d'Aline, en fait, ils reprennent des tableaux de 30 ans antérieurs où Aline est jeune pour créer d'une part une maternité qui reprend une figure d'Aline allaitant Pierre, leur fils aîné, et d'autre part un portrait d'Aline, un buste qui sera utilisé pour la tombe de son épouse. Durant ses dernières années à Cagnes, pour profiter de leur douceur, Renoir nourrit tous les chats qui rôdent autour de sa maison. Il est arrivé que l'Institut Pasteur authentifie une de ses peintures en identifiant les poils de chat sur la toile. Les mains atrophiées, il continue à peindre dans un fauteuil roulant jusqu'à sa mort en 1919. Il écrit « Je crois que mon travail sera suffisant pour m'assurer une place dans les écoles françaises, cette école que j'aime tant, qui est si agréable, si claire et une si bonne compagnie. » Renoir est enterré à Essoy, auprès d'Aline, sa femme et sa compagne, pendant 36 ans.